Bienvenue à Haïti TV Orlando. Bonjour, bienvenue à une autre session de Frankly Speaking with Sandra D. Bien entendu, vous me connaissez, c'est Sandra Dorsey. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager une conversation avec le nouveau consul d'Haïti à Orlando, M. Erwil Gaspard. Il est économiste et a obtenu 2 diplômes de second cycle en gestion de projets créatifs et gouvernance d'entreprise à l'Université du Québec à Montréal. Il a aussi obtenu un certificat en management responsable des entreprises à l'Université de Laval. Présentement, Erwil Gaspard est fondateur d'une firme collègue internationale et est auteur du livre Sortir du cycle infernal de la mauvaise gouvernance et ses politiques et de denrées rares poètes, une forme de poésie. Alors, bienvenue, Monsieur le Consul. Enchanté de pouvoir partager une conversation avec vous et de prendre du temps pour me permettre de vous introduire à la communauté haïtienne à Orlando et j'espère un peu partout dans le monde. Comme vous savez que mon audience est assez globale, donc vous serez connu un peu partout. Donc, bienvenue encore. Merci beaucoup, Madame Dorsey, et tout le plaisir est à moi. Alors, je commence toujours à demander à ceux qui partagent la conversation. J'aimerais que la communauté, que l'audience vous connaisse un peu. Alors, pouvez-vous me dire quel était le parcours qui vous a amené à ce point dans le temps, pour le temps personnel et professionnel? Bon, je suis Awil Gaspard, comme vous l'avez dit au début, donc je suis haïtien authentique. J'ai étudié dans divers domaines, donc que ce soit au niveau de la communication ou la comptabilité à l'Université d'État d'Haïti, et j'ai quitté Haïti à un moment donné pour continuer les études en Amérique du Nord, particulièrement à Montréal, au Canada. Donc, j'ai étudié, comme vous l'avez dit, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la gouvernance et question de gestion de projet également. Donc, normalement, par rapport à mes différentes études, donc vous pouvez voir que je suis très proche des gens. Donc, j'ai fait toujours le domaine des sciences humaines. Donc, la question de la population, de la communauté, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Et une fois arrivé au Canada, pendant les études universitaires, j'ai été très impliqué à l'intérieur de la communauté même, puisque j'ai eu à organiser pas mal d'activités communautaires au sein de cette belle communauté qui est Montréal, à savoir Couleur d'Haïti à Montréal d'abord. Donc, on a organisé plusieurs éditions de Couleur d'Haïti à Montréal. On a organisé également avec d'autres gens dans la communauté les éditions des idées pour le changement qu'on organisait au consulat général d'Haïti à Montréal avec le consulat. On a organisé aussi des débats présidentiels, donc cela dit, je suis quelqu'un de très impliqué qui se trouve toujours au beau milieu des gens, donc à l'intérieur des communautés. Donc dès qu'on dit communauté, donc je suis toujours présent. C'est excellent, c'est parfait. Alors, où étaient vos publications précédentes et quelles étaient vos positions, votre trajet professionnel, où étaient vos postes avant ça? Est-ce que c'est le premier poste dans la diplomatie ou? Oh non, 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 mais comme je disais au début, donc j'ai fait pas mal d'expériences, et que ce soit dans le privé, donc j'ai travaillé pour plusieurs institutions d'abord, et privées en Haïti et au Canada également. Donc j'ai travaillé comme consultant pour plusieurs ONG, donc organisations internationales. Donc j'ai mené pas mal de projets pour et quelques organisations internationales qui évoluent en Haïti. J'ai travaillé aussi dans l'administration publique, donc de l'administration publique, donc c'est quelque chose que je connais, et puisque j'ai travaillé particulièrement dans le domaine de la formation professionnelle, donc j'ai été au cabinet du directeur général de l'INFP, donc ça a été une très 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 belle expérience. Donc je connais le milieu diplomatique, et je disais tantôt, donc j'avais l'habitude de collaborer certainement avec le consulat général d'Haïti à Montréal, donc pour
les activités et qu'on organisait généralement. Donc, le milieu du service à la communauté, donc c'est pas quelque chose qui est étranger du tout. Donc, je le faisais en tant que citoyen, en tant que Erwin Gaspard à un moment donné. Donc, maintenant, donc, l'État haïtien au plus haut niveau m'a confié ce poste donc, pour le faire à travers le consulat de la République d'Haïti à Orlando. Merci. Est-ce que la décision a été difficile pour vous de servir votre pays et c'était avec beaucoup de, comment dirais-je, d'inspiration et de désir? Et ça n'a pas été trop difficile puisque à un moment donné, je pense qu'il faut prendre des responsabilités. Je le faisais avant, je le fais maintenant et je le ferai encore après, puisque on a une belle communauté. Donc, un peu partout dans la diaspora, parce que vous pouvez comprendre facilement, je suis quelqu'un de la diaspora. Donc, j'ai rencontré pas mal de gens dans la diaspora. J'ai travaillé avec pas mal de groupes, pas mal de structures dans la diaspora. Donc, cette diaspora-là donc, a besoin, et je dirais, des gens capables de l'aider, capables de l'accompagner pour que la vision qu'il a pour Haïti puisse voir le jour un jour. Donc maintenant, le fait que je connais la diaspora, je sais que Haïti a besoin de cette diaspora-là pour son développement social, économique et Absolument. politique. Bien, donc, quand on me demande de venir à Orlando pour travailler au milieu, aux côtés d'une belle équipe qu'il y a au niveau du consulat, donc ça a été, ce choix n'a pas été du tout difficile puisque je faisais ce travail avant. Donc, je suis là avec l'équipe du consulat pour servir la communauté haïtienne du centre de la Floride. Absolument, c'est très important. Alors, en parlant d'Orlando, y a-t-il quelque chose de spécial à propos de ce mandat ou de ce poste en Floride? Qu'est-ce que vous comptez accomplir? Donc, nous allons travailler et nous travaillons déjà sur trois piliers, trois points fondamentaux. Donc, c'est d'abord avoir une fiche technique de la communauté. Parce que normalement, si nous voulons avoir une communauté beaucoup plus dynamique, une communauté qui s'active pour elle-même et pour Haïti, donc on doit connaître la communauté. Le qui est qui et le qui fait quoi. Donc, on va travailler sur cet aspect-là. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avoir un consulat qui se connecte davantage à la communauté. Donc, le Absolument. consulat n'est pas là uniquement pour les documents légaux, pour les passeports, les extraits des archives, les mandats consulaires et autres. Donc, ce n'est pas uniquement ça que nous avons comme mandat. Donc, nous avons la responsabilité également de travailler avec la communauté pour créer de la richesse, pour créer de la valeur à l'intérieur même de la communauté et au profit d'Haïti. Et en troisième lieu, c'est créer ce qu'on appelle le consommer Haïti dans la diaspora. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment créer un réseau fort dans le centre de la Floride pour permettre aux entreprises de commercer entre elles. Donc, si le terme, j'espère que le terme est assez familier pour votre public, commercer. Donc, de faire commerce, de faire affaire Ouais, à l'intérieur même de la communauté. Voilà. c'est très important ici. Et bon, comme vous savez, on a lancé Haïti TV, qui fait, c'est la collaboration de Sendor TV et Haïti TV. Je pense que ça va pouvoir aider dans ces trois piliers. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. Bon, je continue et pouvez-vous nous dire que vous avez cette idée en tête, mais qu'avez-vous découvert jusqu'à nos jours d'Orlando? Que pensez-vous euh, que pensez-vous de cette communauté? Vous avez voyagé un peu partout et vous avez participé à plusieurs projets qui ont inclus la communauté haïtienne. Que pensez-vous spécifiquement, dites-moi, de Orlando, la communauté haïtienne de Orlando? Parlez-nous un peu de votre impression de cette communauté. C'est une très belle communauté, donc dans une belle ville, dans une belle région, je peux dire quand même. Orlando, c'est la Floride, qui a une double spécificité. Donc, c'est pas trop chaud,
c'est pas trop froid non plus. Donc, c'est-à-dire, donc, en termes, au niveau climatique, donc, c'est très agréable. Donc, Bon, vous venez du Québec, justement, n'importe je connais la tout chaleur en dehors du Québec fait tout le monde pense que le Québec. Moi, j'ai été au Québec il y a quelques années en juillet et il faisait froid. Non, Donc, mais j'allais vous dire, Madame Dorsey, je connais la chaleur d'Haïti, mais je connais le froid canadien également. d'accord, Donc, quand quelqu'un comme moi se trouve à Orlando, je peux dire, donc, je me suis trouvé à mi-chemin. On ne connaît pas la chaleur d'Haïti, mais c'est on ne ça. connaît pas non plus le froid canadien, le froid montréalais. Donc, c'est-à-dire, c'est très agréable à ce niveau-là pour moi. Donc, on retrouve également des gens assez dynamiques, des entrepreneurs particulièrement que je rencontre déjà et que je continue encore à rencontrer, assez dynamique. Donc, je rencontre déjà pas mal de gens, donc que ce soit au niveau du secteur économique, au niveau du secteur des affaires, mais également au niveau du secteur religieux. Donc, l'accueil est jusqu'à présent très bonne. Donc, nous essayons de développer une synergie ensemble pour animer la communauté, pour dynamiser la communauté, comme je disais au début, pour permettre à la communauté d'être beaucoup plus active, C'est ça, de c'est très important. pouvoir communiquer, échanger, faire affaire entre elles également. Voilà ce que nous faisons, mais la communauté en elle. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Ouais, c'est ça. Orlando est un peu différent de Miami et de New York, hein, parce qu'on n'a pas de concentration de communautés comme on a à Miami et à New York. Ils sont un peu dispersés. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi à Orlando après la retraite, donc ils sont très indépendants. Donc, est-ce que vous faisiez des efforts pour rassembler ce monde-là, pour les mettre en contact entre eux-mêmes, pour pouvoir dire qu'on a une communauté plutôt solide? Pareil à celle de Miami et pareil à celle de New York. Ben, justement, c'est ce que nous essayons de faire. Donc, déjà à partir de cette semaine, donc on a des rencontres programmées avec tous les groupes, que ce soit à Orlando, mais on ne les fait pas uniquement à Orlando. On se déplace également. Donc, on a des rencontres prévues et programmées à Jacksonville, à Tampa, à Kissimmee, à Fort Pierce et Port St. Lucie, etc. Donc, c'est-à-dire là où se trouve notre communauté dans notre juridiction. Donc, on va partir à la recherche de ces gens-là Ah pour bon? parler. Mais justement, et vous allez recevoir nos invitations. Donc, la semaine prochaine, donc, on a des rencontres programmées avec les journalistes, avec les entrepreneurs. Et vendredi prochain, donc, on sera, donc, l'équipe du consulat sera au niveau de Jacksonville Ah avec bon? un double mandat. Donc, là, le premier mandat, c'est d'apporter les services de la communauté pour les gens là-bas. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'on est arrivé là-bas, donc les gens de Jacksonville qui ont besoin de passeport ou d'un mandat, ou peu importe les services qu'on offre généralement au niveau du consulat, donc on va pouvoir offrir ces services-là au niveau de Jacksonville, donc ce vendredi-là. Donc, on va faire exactement la même chose dans toute la juridiction. Donc, on apporte les services directement aux gens. Mais le deuxième objectif, c'est d'expliquer à la communauté de Jacksonville ce que nous sommes en train de faire ici au niveau du consulat. Expliquez aussi aux gens de Jacksonville que cette année 2021 est décisive pour Haïti, puisque vous n'êtes pas sans Absolument. savoir, Madame Dorsey, que le gouvernement, l'État haïtien au plus haut niveau est en train de travailler sur une nouvelle constitution, ce qu'on appelle la réforme constitutionnelle. Ah Donc, bon? oui, donc c'est prévu, donc, et on devrait avoir un référendum le 25 avril prochain. Donc, ce qu'on voulait au niveau de la diaspora, donc c'est de pouvoir s'impliquer à tous les niveaux dans les affaires politiques du pays, économiques et sociales. Eh bien, cette nouvelle constitution va le permettre. Donc, il n'y aura plus de questions d'Haïtiens en dedans ou En Haïtiens deux. dehors. Donc, les Haïtiens de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc, cette nouvelle constitution va permettre qu'il y ait une seule identité haïtienne, que vous soyez de Absolument. Très l'intérieur ou de important. l'extérieur. Donc, la diaspora à ce moment doit le savoir, ça c'est la première chose, et doit s'impliquer pour que cette constitution ou encore ce projet arrive à voir le jour. Est-ce que vous avez comment dirais-je, une date définie pour délivrer ce,
Non, mais de notre côté, donc, le travail que nous avons à faire, donc, ou encore que tous les Haïtiens de la diaspora doivent faire, donc, c'est de s'impliquer, de faire beaucoup de pression sur les autorités politiques en Haïti. Donc, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, parce que le groupe qui a beaucoup plus d'intérêt dans la réforme, je dirais, constitutionnelle, c'est la diaspora, puisque cette Absolument, catégorie qui est aussi importante pour Haïti, pour le développement haïtien, absolument, pour le politique, qui est toujours mis de côté, donc a une opportunité énorme. Donc, absolument. l'État Très s'engage important. à, à doter le pays d'une nouvelle constitution. Il faut à ce moment que les gens de la diaspora fassent beaucoup de pression, s'impliquent pour que cette constitution-là arrive à voir le jour. Absolument. C'était une des questions. J'allais vous demander comment, quel était le rôle de la diaspora dans tout ça. Et parce qu'on amène on investit à peu près 2 milliards de dollars dans l'économie Et même haïtienne. plus, et même plus. Vous avez un chiffre défini? Ben, et en 2018, selon les données de la Banque mondiale, donc on parlait déjà de 3 milliards de dollars, de plus de 3 milliards de dollars. Donc les fonds qui rentrent directement en Haïti, on ne fait pas mention les gens qui rentrent et certaines fois avec l'argent directement dans leur poche. Donc on parle des transferts. Donc les transferts, donc en 2018, on parlait déjà de 3 milliards de dollars. D'accord. Non, C'est une somme énorme, hein? C'est une somme énorme pour une économie comme Haïti. ouais. Donc, et On ne peut cette pas année négliger aussi, cette en aucun cas. non, c'est très important parce que cette année, je pense que on dirait, on a supposé avoir des élections en 2021, non? Les élections Ben, présidentielles? c'est une année décisive, comme je disais et au début, donc on a pas mal de choses prévues cette année. Donc, il y a d'abord la réforme constitutionnelle prévue pour le mois d'avril. Donc, normalement, donc, on doit avoir également des élections cette année pour le Parlement, donc pour le pouvoir législatif et également pour le pouvoir exécutif, puisque comme vous le savez, le mandat du président arrive à échéance le 7 février 2022. Donc, il faut qu'il y ait certainement des élections cette année pour qu'il y ait quelqu'un au 7 février 2022 qui remplace le président au Palais national. Absolument. Alors, je vais, pour cette diaspora et aussi les Haïtiens qui sont pas encore naturalisés, est-ce que c'est possible pour cette diaspora de voter au consulat et, ou bien à l'ambassade? Ben, je ne sais pas tout ce qui est dans le projet dans le projet de nouvelle constitution, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a totalement à l'intérieur, mais nous devons avoir des débats à l'intérieur de la diaspora dans sa globalité pour exiger certaines choses aussi. Donc, imaginez une seconde qu'on ne va pas pouvoir voter directement dans la diaspora ou quelqu'un qui a une autre nationalité, une autre citoyenneté ne va pas pouvoir être candidat, etc. Ben, nous, au niveau de la diaspora, les gens de la diaspora doivent s'impliquer pour exiger certaines choses. Donc, il faut que la diaspora s'active, s'implique pour que cette fois-ci, tout le monde la donne, même monde qui est dans la diaspora. Mais c'est ça. Mais vous savez, et, Monsieur le Consul, c'est que vous étiez, il fut un temps, vous faisiez partie de cette diaspora. C'est pour ça que vous avez un air, Je suis si de je me la permets, diaspora. Je suis de la vous diaspora. êtes de la diaspora, vous avez un air un peu activiste. Donc, vous êtes passionné sur ce sujet. Vous encouragez la communauté à l'extérieur en ce moment de vous appelez la communauté et d'amener un support parce que comment pour pouvoir rebâtir Haïti, tout dépend de la diaspora, je pense. Parce que moi, après le tremblement, et j'étais vraiment un peu découragée parce que je voyais les gens en Haïti sur place, ils n'étaient pas aussi motivés que les gens à l'extérieur. Parce que je pense qu'ils sont un peu fatigués aussi. Ils ont vécu tellement de traumas et donc ça dépend de nous qui nous aimons Haïti et on représente Haïti à l'extérieur pour pouvoir avoir une vision collective pour ce pays. Donc, et comment dirais-je, est-ce que vous collaborez avec les autres consulats pour pouvoir rassembler cette diaspora?
Ben, c'est une obligation, c'est une nécessité. Haïti n'a pas d'autre choix. Haïti doit créer les moyens pour intégrer sa diaspora. La diaspora dont on parlait, et tantôt en termes de chiffres qui envoient plusieurs milliards de dollars en Haïti annuellement. La diaspora qui représente la matière grise d'Haïti en termes de compétences, puisque selon les chiffres, vous le savez, Madame Dorsey, que 80-85% des gens formés en Haïti quittent annuellement le pays. Donc, Oui, aucun pays ne peut se développer sans les personnes formées, sans les têtes bien formées. Or, nos têtes formées se trouvent aujourd'hui dans la diaspora. Si Haïti veut penser développement, il faut penser d'abord à la diaspora. C'est mon point de vue. absolument. Je suis entièrement d'accord avec Mais vous. c'est la compréhension également du gouvernement, de la chancellerie haïtienne au niveau de l'implication d'Haïti. Donc, cela veut dire que ce n'est pas un message propre au consulat d'Haïti à Orlando, donc c'est un message de la diplomatie haïtienne dans sa globalité. Donc, on doit impliquer la diaspora, mais la diaspora doit elle aussi, pardon, s'impliquer pour exiger sa place dans les affaires du pays. Parce que vous le savez déjà, tout ce qui fait sans vous est souvent contre vous. Donc, alors, Absolument. Mais prenez votre place. vous êtes très clair à ce que vous pensez de tout ça, mais j'aimerais, est-ce que vraiment ce sont vos pensées ou bien ce sont les pensées du gouvernement collectif, le gouvernement haïtien, parce que vous êtes très passionné, mais est-ce que, comme vous encouragez la diaspora maintenant de se mettre en action, mais comment le gouvernement va recevoir comment dirais-je, ces contributions? Est-ce qu'ils vont être aussi, comment dirais-je, aussi intéressés à ce support? Parce que je pense dans le passé, pas tellement, hein? Pas tellement. Je pense que ce que vous disiez là maintenant, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'il y avait une séparation des Haïtiens en Haïti. Pour ça, et dès qu'on va en Haïti, moi, comme diaspora, comment dirais-je, on me donne le titre automatiquement, tu es la diaspora. C'est comme si tu ne fais pas partie de notre communauté. Il y a la diaspora et il y a les vrais Haïtiens. On est un peu, ça fait la peine parce qu'on se voit comme Haïtien, malgré, quel que soit, j'ai vécu un peu partout dans le monde, et quel que soit où je suis, je dis toujours je suis haïtienne d'abord. Mais en Haïti, c'est un peu difficile de dire que je suis haïtienne parce que, premièrement, la langue, je ne suis pas aussi comme on peut voir, constater que la langue est un peu difficile pour moi. Et je ne suis pas, les coutumes sont vraiment différentes. On me dit que tu as oublié les coutumes haïtiennes, tu es maintenant américanisé. Que pensez-vous de tout ça? Est-ce Oui, qu'il faut que la communauté haïtienne nous accueille aussi avant qu'on se lance? Parce que ça, je pars d'expérience, je me lance, je vais me battre pour le pays, mais est-ce que le pays veut de nous? On serait les bienvenus? ben, je dois répondre la question de deux façons. Donc, la première chose, donc, je dois vous rassurer que c'est une vision collective. Donc, ce n'est pas une vision propre au consulat d'Haïti et à Orlando ou à moi personnellement en tant que conseiller chef de poste à Orlando. Donc, ce n'est pas ma vision à moi, donc c'est une vision collective. Et par rapport aux différentes propositions, suggestions qui vont être faites, donc nous allons avoir un cahier des charges que nous allons transmettre, que nous allons remettre au ministère des Affaires étrangères pour les suites nécessaires. Donc, la vision d'impliquer la diaspora, la nécessité d'impliquer la diaspora n'est pas mienne, donc elle est collective, donc et le gouvernement est d'accord sur le principe d'impliquer la diaspora. Mais la deuxième chose par rapport à ce que vous aviez dit de votre expérience vécue, de votre expérience personnelle, donc je voulais simplement vous dire que je suis au courant de pas mal de choses de ce genre qui arrivent, puisque j'avais l'habitude de rentrer personnellement en Haïti assez régulièrement, personnel, et certaines fois en groupe, donc avec d'autres gens. Donc, je sais généralement ce qui se passe. Donc, avoir une autre constitution, une nouvelle constitution qui ne fait aucune différence entre un Haïtien de l'intérieur,
ce qu'on appelle généralement des nationaux, ou un Haïtien de l'extérieur, ce qu'on appelle diaspora, eh bien, cette nouvelle constitution va casser cette barrière-là. Donc, Ah on veut bon, très travailler sur intéressant. une identité unique. Donc, on est haïtien, qu'on est de l'intérieur ou de l'extérieur, qu'on est en Haïti ou qu'on est dans la diaspora. Donc, il y a un seul Haïtien et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir penser développement pour le pays. Absolument. Donc, j'espère que l'audience a bien entendu. Donc, ils vous appellent pour aider notre pays. Il n'y a plus de leur pays. Et je pense que le problème aussi, c'est que le sujet de sécurité en Haïti maintenant, est-ce qu'on peut en discuter? Parce que je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ont quitté. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a tellement de gens qui quittent. C'est à cause de la sécurité. Mais quels sont les plans actuels pour rebâtir le moral, pour, arrêter les gens, pour qu'ils arrêtent de quitter. Et parce que la majorité des gens qui quittent, c'est avec beaucoup de chagrin, parce qu'ils aiment leur pays, mais ils ont des enfants et le va-et-vient de l'ouverture des écoles, c'est vraiment problématique. Donc, comment pouvez-vous rassurer les gens que vous avez appelés pour aider Haïti, que dès qu'ils arrivent en Haïti, ils seront en sécurité? C'est une excellente question que j'aurais pu répondre de différentes façons, parce que quand même parler du déplacement, parler de la migration, donc on aurait pu parler, expliquer plusieurs types de migrants qui existent à travers le monde. Mais par rapport à la question de la sécurité directement, je peux vous dire que le problème de sécurité qui est en Haïti donc, est lié directement à la précarité. Donc là, on parle d'environ 11 millions d'Haïtiens, de jeunes pour la plupart qui sont au chômage. Donc on a un taux de chômage très élevé en Haïti. Donc d'ailleurs, le problème de sécurité n'est pas nouveau en Haïti. Donc c'est un problème qu'on vit depuis des années. Donc résoudre le problème ne revient pas uniquement à une décision politique. Donc, il faut attaquer le problème dans son fond intérieur. Résoudre le problème de sécurité, c'est attaquer d'abord le problème économique. Si on arrive Entièrement à d'accord. créer du emploi, si on arrive à créer du travail en Haïti, donc on va résoudre automatiquement le problème de sécurité. Voilà pourquoi, moi, personnellement, je pense que nous devons intégrer la diaspora, mais pas uniquement au niveau politique. Donc, nous devons trouver un mécanisme pour accompagner la diaspora, pour assurer que le transfert de fonds que cette diaspora a fait en Haïti annuellement puisse aller beaucoup plus dans un schéma de développement. Malheureusement, l'argent que la diaspora envoie en Haïti ne rentre pas pour le moment dans aucun schéma de développement. Eh bien, il faut organiser la diaspora pour aller investir en Haïti. Donc, Absolument. c'est à partir des investissements, c'est à partir de la création d'emplois que nous allons Absolument. attaquer et résoudre le problème d'insécurité. Absolument. Absolument. Un des sujets que je voulais aborder avec vous, création d'emplois, très important parce que j'ai connu Haïti l'Haïti de mon enfance, l'Haïti, bon, j'ai quitté Haïti comme que je vous avais expliqué, mon père était diplomate, donc je n'ai pas quitté Haïti pour chercher d'autres opportunités, j'étais assez jeune. Mon père a représenté Haïti à l'extérieur et on a un sens de fierté quand on représente Haïti comme un diplomate, comme vous savez. Alors, vous donnez une image d'Haïti qui a une Haïti qui a beaucoup d'opportunités, des possibilités. Mais pour ces gens-là qui ont envie d'investir, que diriez-vous aux investisseurs qui souhaitent créer des emplois et des opportunités en Haïti? Quelles garanties peuvent ces gens avoir que, bon, on est assez, comment dire, on est assez, comment dirais-je, on est assez jeune dans ce domaine quand on compare notre voisin, la République dominicaine. Comment se fait-il qu'on ne peut pas créer une atmosphère de sécurité pour avoir ces investisseurs venir et
construire et établir des systèmes qui peuvent durer et qui peuvent procurer des emplois. À part la sécurité, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut? Haïti reste une terre d'opportunités. Quoique 2020 et même 2021 a été une année très difficile pour le monde entier à cause, bien évidemment, de la pandémie coronavirus, comme vous le savez. Donc, ça a créé, je dirais, un branle-bas. Donc, a créé beaucoup de panique donc un peu partout à travers le monde. Donc, Absolument. nous vivons encore l'impact de la pandémie. Mais Haïti Absolument. a été et est encore, heureusement, et une terre, je dirais, bénie, puisque le corona n'a pas fait trop d'impact en Haïti. Cela Heureusement. dit, heureusement, cela dit, malgré la pandémie, donc on peut encore investir en Haïti. Donc, quelqu'un qui veut investir, donc un entrepreneur en Amérique du Nord ou un peu partout à travers le monde, peut encore avoir ses yeux sur Haïti, puisque on a une population assez jeune. Jeune Absolument. veut dire force de travail, force de production. Donc, on est à proximité de plusieurs autres pays, donc particulièrement l'Amérique du Nord, donc les Caraïbes également. Donc, on a un marché assez grand donc, quand on produit donc, pour expédier nos produits. Donc, à partir de ce moment, donc, les gens peuvent utiliser les canaux mis à leur disposition au niveau du gouvernement, que ce soit CFI, et dans toutes les missions diplomatiques, donc les consulats en particulier. Donc, il y a une section économique disponible pour accompagner les gens qui veulent investir en Haïti. Donc, ces gens-là peuvent passer à n'importe quel consulat, passer à n'importe quelle ambassade. On va certainement trouver du monde capable de leur aider, de les accompagner pour rentrer en Haïti, mais pour investir en Haïti. Parce que, je le disais au début, Haïti est une terre d'opportunité, donc une population très Absolument. jeune. Nous pouvons utiliser cette jeune population-là, cette force de travail-là, pour créer de la richesse, pour créer de la valeur. Absolument, absolument. Alors, en parlant d'investissement, dans quel secteur peut-on encourager les investisseurs et d'amener leur intérêt en Haïti? Qu'est-ce qui est, bon, à partir de, bon, qu'est-ce qui est prêt maintenant pour accueillir ces investisseurs? Quel secteur peut-on faire un peu de focus? Sur quel Ben, secteur on peut faire un focus? on dit toujours que Haïti est vierge. Vous avez l'habitude à entendre ça parce que on peut investir dans n'importe quel autre secteur, dans beaucoup de secteurs. On peut prendre l'agriculture aussi. Donc, parce que la terre, Haïti reste un pays où où nos productions sont bio. Donc, c'est-à-dire, si on veut avoir des produits organiques, donc l'agriculture, donc Haïti, donc c'est un espace assez intéressant. Donc, mais on peut parler de plusieurs autres secteurs. Donc, technologie aussi, on a beaucoup de gens beaucoup de jeunes, parce que quand on dit jeunes, donc on parle technologie, donc on parle de jeunesse également. Donc, si la Absolument. population est jeune, donc ça, cela dit que Haïti est aussi ouvert à des investissements qui s'orientent vers les technologies. Donc, on peut prendre n'importe quel secteur. Donc, Haïti est ouvert à tout. Hein. Ah bon. Alors, Vraiment. quelle sorte comment préparation faites-vous en cas que, en parlant d'investissement, est-ce que le gouvernement est prêt à assister, aider ces gens-là pour préparer en cas qu'ils ont un autre tremblement? Parce que je pense que beaucoup de monde, les étrangers surtout, quand on parle d'Haïti, la première chose qui vient en tête, c'est le tremblement de 2010. 2010. Alors, est-ce que le gouvernement est là pour procurer la sécurité, les préparations nécessaires en cas qu'on ait un autre tremblement? Donc, on espère qu'on n'aura pas d'autres tremblements de terre dans les années à venir. Donc, On on espère. espère. On espère. Mais de toute façon, il y a des choses avec lesquelles qu'on ne s'habitue pas, qu'on ne sera jamais prêt pour.
Mais de toute façon, s'il y a une autre catastrophe naturelle qui arrive, donc le gouvernement donc, n'aura pas d'autre choix que de prendre ses responsabilités, comme ça a été fait, bien évidemment, donc avec l'aide de plusieurs pays lors du tremblement de terre de 2010 et également de plusieurs autres événements qui s'étaient arrivés après. Donc, on peut parler de Matthew, par exemple, en 2016, si je ne m'abuse. Donc, il y a eu Matthew, donc en 2016. Donc, quand ça arrive, donc Haïti se trouve dans une zone, je dirais, particulière, donc sismique. Donc, on a pas mal d'événements de ce genre qui arrivent. Donc, on doit se mettre prêt donc, quand cette chose arrive pour répondre aux besoins de la population. Absolument, merci. Alors, je reviens un peu en arrière pour discuter un peu du tremblement de terre, le rebâtissement, les projets qui ont été mis en place à partir de 2010. Pouvez-vous discuter un peu là où on est maintenant? Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui ont été déplacés et sans hébergement. Donc, où est cette population maintenant? Est-ce que le gouvernement a été capable de procurer d'autres maisons et habitations pour ces gens-là? Ou qu'est-ce qui se passe maintenant? 11 ans après, donc je peux vous dire qu'il n'y a plus de personnes dans les tentes, comme c'était le cas en 2010. Mais maintenant, 2010-2021, ça fait exactement 11 ans. Donc, Exactement. l'important, selon moi, nous devons regarder l'avenir en face pour ne plus revivre des périodes comme janvier, donc l'année 2010 en particulier, et même les périodes après. Mais regarder l'avenir en face, créer des opportunités pour ne plus revivre des moments comme ça, veut dire tout simplement il faut combattre la précarité qu'il y a dans le pays. Il faut attaquer le problème de vulnérabilité dans le pays. Pourquoi un tremblement de terre a causé autant de dégâts, autant de torts à Haïti? Parce que Haïti n'est pas le seul pays qui a connu de tremblements de terre durant cette période. Il y Bien a eu le sûr. Mexique, il y a eu le Le Chili Chili. dans cette même période-là. Mais malheureusement, donc on a connu beaucoup plus de dégâts en Haïti que durant cette période-là. C'est parce qu'il y a un problème de précarité, de vulnérabilité dans le pays. Les gens Absolument. construisent n'importe quel moyen, les gens habitent n'importe où. Eh bien, Absolument. il faut attaquer la pauvreté, il faut attaquer le problème de corruption qu'il y a dans le pays, comme le président de la République l'a souvent dit. Donc, et une fois qu'on est un pays beaucoup plus stable politiquement, socialement et économiquement, donc à partir de ce moment, donc la grande population va savoir qu'on ne peut pas construire n'importe où, qu'on ne peut pas habiter n'importe où, qu'on ne peut pas construire de n'importe quelle façon. Et à partir de ce moment-là, on sera prêt s'il y a d'autres événements, d'autres catastrophes naturelles à la dimension du tremblement de terre de 2010, le pays sera prêt pour résister. Mais résister à un autre 12 janvier, si je peux le dire, donc n'est pas une simple affaire du gouvernement. Donc ça concerne la population dans sa globalité. Donc il faut un changement de mentalité. Donc il faut avoir des gens beaucoup prêts économiquement. Il faut Absolument. avoir les moyens de vivre autrement. Absolument. C'est l'économie et aussi, je pense que c'est la corruption. Maintenant, on voit que la corruption est un peu partout, même là où je suis. Aux États-Unis, on se pose des questions. Alors, Haïti, maintenant, on pourrait devenir l'exemple hein, pour le monde. On a été l'exemple avant Mhm. et, maintenant, j'aimerais bien pouvoir dire que Haïti est l'exemple parce qu'on n'a plus de corruption chez nous. Il nous faut toute la population d'Haïti et la diaspora pour combattre ce mal. Parce que sans éliminer la corruption, je pense qu'Haïti sera loin de s'établir comme un des leaders dans les Caraïbes. Donc, j'aimerais demander encore, et est-ce qu'il y a, vous avez dit tout à l'heure que le président est en train de faire des stratégies pour combattre la corruption
est-ce qu'il a une, comment dirais-je, une association, est-ce que en dehors pour examiner tout ça, ou bien c'est toujours à l'intérieur du gouvernement? Parce que je peux dire que ce serait un peu difficile de le faire intérieurement, parce que si le problème se Combattre, trouve dans le gouvernement, combattre la corruption dans un pays comme Haïti, c'est assez difficile puisque je on sais, peut même dire que la corruption est endémique. Donc, c'est depuis des années, donc on vit de ce mal-là, de ces fléaux-là. Donc, c'est ce qui fait qu'on qualifie Haïti généralement comme un pays instable, comme un pays où la mauvaise gouvernance règne. Parce que quand on dit bonne gouvernance à l'opposé, cela veut dire tout simplement qu'il y a la transparence, qu'il y a une bonne absolument. gestion, etc., etc. Donc, que ce soit au niveau des institutions publiques, mais également au niveau des institutions privées. Donc, voilà pourquoi le gouvernement, dans sa globalité, essaie de prendre des décisions, certaines fois difficiles et même très difficiles, pour attaquer ce mal. Donc, Absolument. donc, il y a des décisions qui ont été prises à ce niveau, justement. Mais pourquoi il y a autant de corruption en Haïti? Pourquoi c'est difficile à combattre la corruption? Je C'est la suis pauvreté. d'accord, vous l'aviez dit tantôt, que le problème de corruption n'est pas unique, n'existe pas uniquement en Haïti. Cela dit, résoudre le problème en Haïti, ou encore si ce problème a causé beaucoup plus de tort en Haïti, encore une fois, c'est parce que nous sommes très pauvres. C'est la pauvreté, c'est exactement ce que Pour je vais dire. Parce que relever le niveau la de... pauvreté cause la tentation, hein? La Mais justement, tentation, c'est tout. Si quelqu'un se met si quelqu'un est dans un poste où il se sent en manque de quelque chose, donc bien sûr, la tentation sera là. Donc, c'est ça, c'est très important de trouver des gens pour servir dans cette poste-là qui ont comment dirais-je, l'objectif du pays d'abord et de servir le peuple d'abord avant de se servir lui-même ou elle-même. Donc, je vous comprends. Donc, j'aimerais changer conversation un peu sur après le tremblement. J'ai réalisé que ce qu'il fallait beaucoup plus, à part l'hébergement, fallait un peu des systèmes de santé, plus précisément santé mentale. Est-ce que le gouvernement est là en train de travailler avec les professionnels pour mettre à la disposition de la société, de la population, des systèmes pour aider à traiter le trauma, non seulement du tremblement, mais aussi, mais il y a le trauma de la, et de, et, comment dirais-je, le trauma de la pauvreté, le trauma quand les gens manquent, la perte de famille et tout ça. Surtout, je sais avec le COVID, comme vous avez dit, il n'y a pas trop de mal en Haïti à cause du COVID, mais en général, est-ce que maintenant la santé mentale est un peu plus acceptée? Parce que je sais, dans mon temps, c'était un peu, on ne parlait pas de ces choses-là. Est-ce que maintenant la société est beaucoup plus ouverte? et justement, parce que quand même, on parle du tremblement de terre de 2010, donc ça fait 11 ans après, donc il y a pas mal de choses qui ont été fait, que ce soit par ce pouvoir-là, par ce gouvernement-là, mais par le gouvernement antérieur également. Parce qu'après le tremblement de terre, ou encore durant le tremblement de terre de 2010, donc Haïti a déjà connu plusieurs gouvernements, donc, comme vous le savez. Mais ce qu'il faut penser aujourd'hui, comme je disais tantôt, qu'allons-nous faire demain ou aujourd'hui s'il y a un autre tremblement de terre? Donc, Absolument. pour répondre à cette question, donc on le sait, il faut créer un autre climat dans le pays. Il faut qu'il Absolument. y ait de stabilité dans le pays et à partir de ce moment-là, donc les gens, donc on va avoir une vie socialement et économiquement beaucoup plus animée et à partir de ce moment, donc les gens seront prêts à non seulement résoudre le problème de trauma que vous avez parlé, Ouais. également résoudre le problème éventuellement qui pourrait arriver si jamais il y a un autre événement comme le 12 janvier 2010. On espère que non. On On espère que espère. non. On peut prier. Comme je sais, notre communauté est
très religieuse et croient en Dieu. Donc, On prie. et on prie constamment, constamment, très spirituel. Et je suis fière de faire partie de tout ça, de cette comment, culture. Donc, alors, encore, je vous remercie. Je suis en train de discuter avec le consul qui est présentement à Orlando, M. Erwin Gaspard. Excusez-moi, Erwin Gaspard. Et on a parlé un peu de tout. Donc, maintenant, j'aimerais vous poser avoir quelques remarques en clôture. Pour commencer, quels sont les buts, objectifs professionnels pour vous, personnellement? Quels sont vos buts et objectifs personnels? Vous êtes là, Orlando? Oui. Donc, mais, personnellement, en tant que chef de poste à Orlando, mon objectif premier, c'est de pouvoir servir la communauté. Donc, de sentir que mon travail apporte du changement dans la communauté, que ce soit à travers les services généralement que nous offrons, donc pour les questions de passeport, pour les questions d'extrait des archives, de mandat. Donc, et qu'il y ait une communication beaucoup plus fluide entre la communauté et le consulat. Chaque question d'une personne de la communauté est une réponse au niveau du consulat. Donc, je travaille avec le reste de l'équipe du consulat sur ça réellement. Et à partir de ce moment, si les gens sont satisfaits dans la communauté, je suis certain que je vais être moi aussi satisfait. Mais personnellement, vous êtes là avec votre famille, vous avez des enfants? Oui, je suis père d'un enfant et d'un enfant que j'aime et je sais qu'il m'aime aussi. Donc, on est là. D'accord, parfait. Alors, j'aimerais j'aimerais que la communauté vous connaisse un peu. Je suis en train de fouiller. Donc, pour continuer, comment vous rechargez? Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes très spirituel. Est-ce que vous êtes pratiquant d'une religion ou juste seulement vous acceptez les lois spirituelles sans donner de titre? Je suis un croyant, donc je sais que je sais qu'il y a un créateur en arrière de tout. Donc, j'y crois profondément, donc je prie. Donc, j'ai une ouverture d'esprit assez large par rapport à d'autres choses que les gens décident de faire, que ce soit du vaudou ou d'autres religions, etc. Mais je suis très, 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 très proche du protestantisme. D'ailleurs, je suis né dans le protestantisme, mais en dehors des activités professionnelles en tant que consul ici, j'ai fait autre chose. Donc, comme vous le savez, j'écris. Donc, j'écris beaucoup. Donc, je discute. Donc, j'ai beaucoup d'autres choses pour recharger mes batteries, comme vous le dites. Donc, particulièrement l'écriture, donc être très bon repère par rapport à moi, par rapport à mes activités. Donc, en dehors du consulat, donc je m'adonne souvent à l'écriture. D'accord. Et vous avez une entreprise aussi en dehors du consulat, d'après ce que j'ai. Avant je travaillais et je travaillais comme directeur exécutif donc, de la firme Collègue qui donne beaucoup de formations en renforcement de capacité et pour des ONG, pour l'État et même pour des entreprises privées, que ce soit en Haïti, en Amérique du Nord également, mais l'entreprise continue encore, mais moi personnellement, donc je fais un peu de retrait pour deux raisons. Un, problème de temps particulièrement. Donc, à un moment donné, donc, il faut savoir se retirer à quelque chose, certainement qu'on aime, donc, et à pas laisser la place à d'autres pour continuer le travail. Donc, c'est ce que j'ai fait présentement au niveau de collègues, mais c'est ce que j'avais fait également. Quand j'ai quitté Montréal, en quelque sorte, donc, il y avait une autre équipe qui continuait avec les activités que j'organisais antérieurement, que ce soit avec les couleurs d'Haïti à Montréal, CHAM, ou encore avec les idées pour le changement qu'on organisait au consulat. Mais je peux encore parler d'oser entreprendre qu'on organisait en Haïti récemment, du Forum international d'échange et d'entrepreneurship qu'on organisait
en Haïti et à l'étranger. Donc, à un moment donné, donc, je suis en arrière de ces différents projets-là, avec bien évidemment beaucoup d'autres gens. Mais une fois que j'avais d'autres responsabilités ailleurs, donc je savais me retirer et laisser la place à d'autres pour continuer. Absolument. Enfin, merci pour ça. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête précis que vous pouvez dire que c'est cette personne qui m'a inspiré? Cette personne, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu. Cette personne est responsable pour mon trajet, mon aspiration et ma profession. Il y a pas mal, vraiment, et pas mal. Donc, j'ai puisé, je dirais, un ingrédient dans plusieurs personnalités pour et façonner ma personne en réalité. Mais le plus important, le gros lot, je dirais, et c'est vraiment mon envie de servir les autres. Donc, c'est vraiment le plus important. Je suis né dans une famille où le vivre ensemble est très présent. Donc, le service à la communauté est très présent aussi. Donc, j'ai pris ça d'abord dans ma famille et ça a toujours été le cas depuis mon tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui m'a guidé, m'a dirigé pour d'abord faire les communications. Communication, donc c'est communiquer avec les autres. Donc il n'y a pas de communication uniquement avec une seule personne. Donc ça c'est la première chose. Quand j'ai créé et jusqu'à la création d'une entreprise, donc le nom c'est collègue, K-O-L-E-G en créole ou colleagues en anglais. Mais pour qu'il y ait collègue, donc il faut au moins deux personnes. Donc, on peut parler de collègues de classe, collègues de travail ou autres. Donc, il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Donc, encore une fois, c'est le vivre ensemble. Donc, c'est le partage. Donc, l'esprit de partage et de vivre ensemble m'a toujours guidé, m'a toujours façonné durant toute ma vie. Et dans mes prises de fond, de position, mais j'invite toujours les protagonistes à se mettre autour d'une table pour discuter de leurs différends. Mais c'est à partir des différentes discussions, des échanges, qu'on va certainement trouver une solution. Parce que personne Absolument. n'a pas le monopole du savoir, mais n'a pas toujours une solution en main. Donc, il faut se mettre ensemble pour discuter, pour dialoguer, et à partir de discussions, on va certainement trouver une solution. Donc, c'est ma façon de voir, c'est ma façon de vivre, c'est ma façon de me comporter avec les autres. Ouais, c'est excellent. Alors, pour continuer, j'aimerais vous poser une autre question bon, pour la jeunesse maintenant, vous avez dit que comment vous êtes arrivé là où vous êtes maintenant. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Haïtiens qui se sentent découragés par l'état du pays? Ben, il faut s'impliquer, mais il faut se former aussi. Donc, le secret, c'est d'abord la formation. Il ne faut jamais abandonner l'école, il faut rester dans les livres. Donc, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est de s'impliquer, s'impliquer, s'impliquer. Quand on veut changer les choses, on doit s'impliquer. Je l'avais dit au début, tout ce qui se fait sans quelqu'un est fait contre cette personne-là. Donc, si on veut changer les choses en Haïti ou dans n'importe quelle autre société, on doit s'impliquer pour exiger que les choses changent. Donc, les jeunes en Haïti doivent s'impliquer davantage pour exiger leur place, leur intégration. Et c'est ce que nous avions fait au niveau d'Oser Entreprendre. Donc, on a constaté qu'il y a un problème au niveau du chômage énorme dans le pays. L'État, comme dans en Haïti, comme dans n'importe quelle autre société, n'est pas créateur d'emplois. Le secteur privé haïtien, malheureusement, arrive à un niveau de saturation au cours des dernières années. Donc, il n'y a pas eu d'emplois créés dans l'économie haïtienne. Eh bien, la jeunesse haïtienne n'a pas d'autre choix. Donc, on a invité la jeunesse haïtienne, on a accompagné la jeunesse haïtienne pour créer ce qu'on appelle les auto-emplois pour sortir du chômage. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais les gens doivent continuer à prendre beaucoup d'initiatives du même genre et même d'autres capables les, de mettre, je dirais, sur l'échiquier, sur le marché, mais le mettre au mot
je vais le redire encore, c'est la formation, la formation et la formation. Absolument, absolument. L'éducation. Et je peux dire, et bon, j'ai eu une très bonne formation et l'éducation haïtienne, je pense, est une des meilleures parce qu'après avoir laissé Haïti, j'étais plus très à l'aise aux États-Unis parce que j'avais déjà une très bonne fondation. Et je peux dire que si ce n'était Mhm. pas pour l'insécurité, je pense que Haïti serait toujours le top. Parce il fut un temps, il y avait beaucoup de monde qui venait et continuent leurs éducations en Haïti. On partageait, bon, les Haïtiens et voyageaient et il y avait d'autres, les étrangers qui venaient en Haïti aussi pour étudier. Donc, je pense Mhm. comme vous, je pense que c'est lire beaucoup et poser, et pour moi, poser beaucoup de questions. C'est pour ça que je suis là maintenant, parce que je posais tellement de questions. Et je Donc, suis là pour vous répondre. d'accord, merci. C'était un plaisir. Et la dernière, qu'aimerez-vous partager avec le public? Est-ce que je sais que vous avez déjà offert votre disponibilité, votre présence et tout ça. Qu'aimerez-vous que le dernier mot que vous voulez partager avec le public? C'est d'abord et vous remercier, Madame Dorsey, et de m'avoir invité pour pouvoir partager ces quelques mots avec votre auditoire, vos téléspectatrices et téléspectateurs et qui nous regardent en ce moment un peu partout à travers le monde. Remercier également la communauté haïtienne d'Orlando donc, pour cette bel accueil et tout en leur disant que les portes du consulat sont restées grands ouvertes pour les recevoir, pour collecter les doléances, les suggestions. Je suis moi personnellement disponible et disposé à les rencontrer, à discuter avec eux à chaque question qu'ils ont. Donc, nous allons essayer de donner une réponse. Donc, c'est à partir de cette synergie entre la communauté et le consulat qu'on va avoir une autre communauté. Donc, une communauté qui est dynamique, une communauté qui s'active dans le centre de la Floride d'abord. Et à partir de ces retombées-là, donc on va projeter, envoyer ces retombées positives sur Haïti. Encore une fois, merci beaucoup, Madame Dorsey, pour cette invitation. J'espère que les auditeurs, auditrices, donc les téléspectateurs et les spectatrices plutôt, donc auront d'autres questions à me poser. Donc je serai disponible au niveau du consulat pour ceux et celles qui sont à Orlando. Donc ils pourront passer nous voir sans aucun problème. D'accord, mais s'il aimerait vous contacter, comment pourrait-il vous contacter par téléphone ou par courrier électronique? Est-ce que vous êtes sur social media, Twitter et tout ça? Oui, Quel non, est mais votre, nous sommes, j'allais dire que nous sommes très présents et au niveau des réseaux sociaux, que ce soit le consulat, donc c'est consulat Haïti Orlando, donc sur toutes les plateformes, nous sommes présents. Mais moi, personnellement, Erwin Gaspard, je suis tout aussi présent sur les réseaux sociaux. Donc, on peut m'écrire également. Donc, on peut me poser des questions également sur les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux. Donc, cela me ferait plaisir. Donc, c'est avec grand plaisir que je répondrai aux questions de mes amis qui me regardent d'un peu partout à travers le monde. Donc, le nom, c'est Erwin Gaspard. Donc, on peut me suivre un peu partout. Facebook, Twitter, Instagram. Donc, je suis sur ces plateformes-là et je répondrai pratiquement à toutes les questions. Bon, parfait, vous avez bien entendu le consul Erwin Gaspard, nouveau à Orlando. Donc, souhaitez-le bienvenue. Trouvez-le sur tous les réseaux, Facebook, Twitter et Instagram. Bienvenue tout le monde sur Haïti TV. Donc, le consulat vous invite à brancher cette chaîne un peu partout sur toutes les plateformes. Bye. D'accord. Donc, merci encore et on est là à votre disposition à la très prochaine. Donc, je vous ferai savoir quand. Merci pour votre support. N'oubliez pas d'aimer, d'abonner et de partager notre contenu librement. À bientôt.